L'air glacial du matin, un bruit sec, métallique, résonna dans l'appartement, déchirant le silence pesant du matin. Ce n'était pas le son d'une rupture, mais celui d'une serrure, de quelque chose qui se scellait, d'un destin tracé avec une froideur bureaucratique. Elle était là, immobile dans le couloir, les yeux fixés sur la porte qui se refermait, non pas de l'intérieur, avec la familiarité d'un adieu, mais de l'extérieur, avec l'impersonnalité d'une expulsion. Un homme en costume sombre, une mallette à la main, se tourna vers elle, un regard de regret professionnel sur son visage impassible, un masque de formalité qui dissimulait à peine l'inconfort de la situation. Il n'y eut pas de mots, juste un hochement de tête, un geste final qui semblait porter le poids d'un verdict irrévocable, une sentence prononcée sans droit à la défense. Le clic de la clé dans la serrure fut le point final d'une phrase non dite, d'une vie qui venait d'être réécrite sans son consentement, sans sa participation, comme si elle n'était qu'une simple spectatrice de sa propre tragédie. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Sa gorge était sèche, sa voix coincée quelque part entre le choc et l'incrédulité. Elle sentit juste l'air se raréfier dans ses poumons, une pression invisible écrasant sa poitrine, comme si une main géante la serrait, lui coupant le souffle. Le monde autour d'elle semblait avoir perdu ses couleurs, les sons étouffés, comme si une épaisse couche de verre la séparait de la réalité, transformant tout en une scène lointaine et irréelle. L'odeur de café frais qui emplissait auparavant la cuisine, un arôme de confort et de routine, n'était plus qu'un souvenir lointain, remplacé par l'odeur froide et métallique du désespoir, de la faim. Ses doigts se crispèrent sur le bas de son chemisier, le tissu froissé sous la force de sa main, la seule manifestation extérieure de la tempête qui faisait rage en elle, un tourbillon d'émotions contenues. Cet appartement, autrefois un refuge de rires et de rêves, de projets et de promesses murmurées, n'était plus qu'une coquille vide, un tombeau pour les promesses brisées, pour l'avenir qui s'évanouissait. Elle ferma les yeux, cherchant un instant d'obscurité pour se cacher, pour fuir l'image, mais la porte verrouillée, le regard lointain de l'homme, persistait, gravé au fer rouge dans son esprit, un tatouage de douleur. Le silence qui suivit n'était pas de paix, mais d'un vide assourdissant, le son de l'absence de tout ce qui fut un jour sien, de tout ce qu'elle avait construit avec tant de tendresse et de dévouement. C'était le son du deuil d'une vie qui s'était éteinte, brusquement, sans avertissement. Des mois auparavant, la vie de Camille était une mosaïque de petits plaisirs et de grandes espérances, un tableau peint avec des couleurs vibrantes de bonheur et d'optimisme. Elle, une graphiste talentueuse et dévouée, avec un œil aiguisé pour l'esthétique et une passion pour transformer les idées en réalité visuelle, équilibrait avec maestria carrière et maternité. Son mari, Julien, un architecte aux ambitions grandioses, toujours à rêver en grand et avec un charisme qui captivait tout le monde, était le centre de son univers, le père de leur petite fille adorée, Élodie, âgée de seulement 5 ans. Aux yeux de ceux qui les observaient, ils étaient le portrait de la famille moderne et réussie, vivant dans un appartement douillet et élégamment décoré dans le sud de Lyon, avec des projets pour un avenir encore plus radieux, peut-être une maison plus grande, des voyages, l'éducation d'Élodie dans une bonne école. Camille passait des heures devant son ordinateur, immergée dans ses projets, transformant des idées en images qui prenaient vie, tandis que Julien esquissait des projets sur sa planche à dessin, rêvant de gratte-ciel imposants et de bâtiments emblématiques qui porteraient sa signature. Le rire cristallin d'Élodie, un son pur et contagieux, était la bande-son constante de leur foyer, un rappel quotidien de l'amour qui les unissait, de la joie qui emplissait chaque recoin de cet espace. Camille était fière de la maison qu'ils avaient construite ensemble, non seulement des murs et des meubles choisis avec soin, mais de l'atmosphère de tendresse, de complicité et de soutien mutuel qu'ils cultivaient. Elle croyait en Julien, en son talent indéniable, en sa capacité à transformer n'importe quel rêve en réalité, à surmonter n'importe quel obstacle. Cette foi inébranlable était le fondement de tout, le roc sur lequel leur bonheur était bâti. Mais derrière la façade de perfection, une ombre silencieuse et insidieuse commençait à s'étendre, rongeant les bases de cette vie apparemment solide. Julien, avec son charisme et sa facilité à se faire des amis, avait aussi un côté impulsif, une attirance dangereuse pour le risque, une soif d'adrénaline qu'il gardait secrète. Ce qui avait commencé comme des paris innocents sur des matchs de football avec des amis, une forme de loisir et de socialisation, se transforma rapidement en une compulsion secrète, alimentée par l'excitation du jeu et l'illusion d'un gain facile, d'une fortune rapide. Il cachait ses pertes, minimisait les risques pour lui-même, et chaque petite victoire le poussait à aller plus loin, à chercher des sommes plus importantes,
à s'endetter dans un cycle vicieux qu'il ne pouvait ou ne voulait pas briser, pris au piège de sa propre ambition démesurée. Camille, immergée dans son travail créatif et les soins d'Élodie, ne remarquait que de petits changements dans le comportement de son mari. L'irritabilité croissante de Julien, les nuits où il rentrait plus tard, les appels téléphoniques murmurés qu'il prenait dans une autre pièce, la façon dont il évitait certains sujets. Elle attribuait tout au stress du travail, à la pression de sa carrière ambitieuse, et essayait d'être encore plus compréhensive, plus présente, plus patiente, sans imaginer la toile de mensonges et de dettes qu'il tissait dans l'ombre, un filet qui était sur le point de les engloutir tous. La vérité, quand elle éclata, ne fut pas un murmure discret, mais un cri assourdissant qui déchira la paix de son monde. C'était un mardi après-midi, un jour ordinaire, alors que Camille terminait un projet urgent, concentré sur l'écran de son ordinateur, que la sonnette retentit avec insistance, avec une urgence qui n'était pas celle d'un voisin ou d'un livreur. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à deux hommes au visage grave, vêtus de costumes impeccables, et un huissier de justice, dont la présence annonçait déjà quelque chose de sérieux. Ils ne demandèrent pas la permission, entrèrent simplement, une mallette pleine de documents à la main, la formalité de leurs mouvements contrastant avec l'invasion de son espace. L'air de l'appartement sembla se figer, dense et lourd. « Madame Camille Martin ?» demanda l'un d'eux, la voix grave et sans émotion, un ton qui n'admettait pas de question. « Nous sommes venus exécuter un ordre de saisie. Cette propriété est reprise par la banque en raison de dettes accumulées. » Les mots frappèrent Camille comme des coups physiques, chaque syllabe un marteau dans sa tête. « Saisie ? Dette ?» Elle tenta d'argumenter, de dire qu'il y avait une erreur, qu'ils avaient un prêt immobilier à jour, que tout était en ordre, mais les documents entre leurs mains étaient irréfutables, froids et impersonnels. Julien avait contracté des emprunts gigantesques, utilisant l'appartement comme garantie, et les échéances étaient en retard depuis des mois, une négligence criminelle. Ce n'étaient pas seulement des dettes bancaires. Il y avait aussi mention d'usuriers, d'intérêts exorbitants qui augmentaient de façon exponentielle, de menaces voilées qui semblaient sortir des pages d'un roman policier. Le monde de Camille s'effondra en un instant, pulvérisé par la cruauté de la réalité. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds, sa tête tournant dans un tourbillon d'incrédulité et de panique, un vertige qui l'empêchait de penser clairement. Élodie, qui jouait dans le salon, inconsciente de la tragédie qui se déroulait, courut vers elle, sentant la tension dans l'air, le changement abrupt d'atmosphère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda la petite fille, les yeux grands et effrayés, reflétant la terreur qu'elle voyait sur le visage de sa mère. Camille la serra fort dans ses bras, essayant de la protéger de cette réalité cruelle qui envahissait leur foyer, de la violence silencieuse de la bureaucratie. Les hommes commencèrent à cataloguer les biens, à déplacer les meubles, à vider la vie qu'elle avait construite avec tant d'efforts et d'amour. Chaque objet, chaque souvenir, chaque morceau de son histoire, semblait lui être arraché des mains avec une violence silencieuse, mais dévastatrice. Le berceau d'Élodie, la table à manger où ils partageaient repas et rires, les photos au mur qui immortalisaient des moments heureux, tout devenait partie d'une liste de pertes, d'un inventaire d'un naufrage. L'humiliation était palpable, le regard des voisins curieux qui jetaient un œil par la porte, le silence gênant des hommes qui faisaient leur travail avec une efficacité impitoyable. Camille se sentit exposée, vulnérable, comme si sa dignité était mise à nu en place publique, pour le jugement de tous. Où était Julien ? Comment avait-il pu faire ça ? La douleur de la trahison se mêlait au désespoir de la perte, et la seule chose qui importait était la sécurité de sa fille, qui était maintenant en danger, sans toit, sans avenir certain. La colère commençait à bouillonner, une fureur froide contre l'homme qui avait tout détruit. L'appartement, autrefois vibrant de la vie, des rires et des rêves de Camille, Julien et Élodie, n'était plus qu'un écho vide, un tombeau de souvenirs. Les murs nus semblaient crier l'absence des tableaux colorés, des meubles soigneusement choisis, des photographies qui immortalisaient des moments heureux. Camille et Élodie furent contraintes de déménager dans une petite chambre chez Madame Dubois, la mère de Camille, une femme de caractère, au cœur immense, mais à la santé fragile et à l'espace déjà exigu, où chaque centimètre était disputé. Le déménagement fut un coup dur pour Élodie, qui ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait plus dormir dans sa propre chambre, pourquoi ses jouets étaient empilés dans des cartons et pourquoi sa maman pleurait doucement la nuit, cachée dans son oreiller. Camille tentait de dissimuler sa douleur, inventant des histoires sur une aventure chez mamie, sur une saison de vacances, mais l'éclat dans les yeux de sa fille avait diminué,
remplacée par une mélancolie précoce, une ombre de tristesse qui l'accompagnait. Chaque nuit, en couchant Élodie, Camille sentait le poids de la culpabilité et de l'impuissance, un fardeau écrasant. Elle avait promis un monde sûr et heureux à sa fille, et maintenant, ce monde s'effondrait sous ses pieds, emporté par l'irresponsabilité et la cupidité de Julien. Julien, quant à lui, avait disparu comme un fantôme. Après la saisie de l'appartement, il s'était simplement volatilisé, s'évaporant, laissant Camille seule face au chaos qu'il avait créé, face aux ruines d'une vie. Les rares fois où elle réussit à le contacter, ses mots étaient évasifs, remplis de promesses creuses qu'il résoudrait tout, que ce n'était qu'un malentendu, qu'il avait besoin de temps. Mais les jours se transformèrent en semaines, et la situation ne fit qu'empirer, comme une plaie qui s'infecte. Les usuriers, auparavant une simple mention effrayante dans les documents de saisie, commencèrent à se manifester de manière concrète et terrifiante. Des appels anonymes à toute heure du jour ou de la nuit, des messages menaçants laissés sur le répondeur, et même des visites indésirables chez Madame Dubois, qui laissaient Camille paniquer, le cœur battant la chamade. Ils voulaient l'argent de Julien, et peu leur importait qui paierait la note, qui en subirait les conséquences. La sécurité d'Élodie, qui était auparavant une préoccupation abstraite, devint une menace réelle et imminente, palpable dans chaque ombre, dans chaque bruit. Camille se sentait acculée, sans issue, comme un animal blessé qui tente de protéger sa progéniture avec ses dernières forces. La colère envers Julien grandissait chaque jour, mêlée à un profond sentiment d'abandon, de trahison et d'une solitude accablante. Au milieu du désespoir qui la consumait, la seule personne qui semblait comprendre la profondeur de sa douleur et la complexité de sa situation était son amie de longue date, Juliette. Juliette, une femme pratique, résolue et au cœur immense, était la sœur d'une médecin renommée, spécialiste en reproduction assistée, le docteur Sophie. Elle rendait souvent visite à Camille, apportant de la nourriture pour aider aux dépenses, s'occupant d'Élodie pour que Camille puisse avoir un moment de répit et surtout, écoutant, offrant une épaule amie et des mots de réconfort. Lors d'une de ces visites, alors qu'Élodie dormait paisiblement dans la petite chambre et que Madame Dubois était dans la cuisine, préparant un thé, Juliette s'assit à côté de Camille sur le petit canapé du salon, le regard sérieux et réfléchi. « Camille, je sais que ce que je vais te dire peut paraître fou, peut te choquer, mais tu dois écouter, tu dois y penser. » Commença Juliette, la voix basse et prudente, comme si elle marchait sur des œufs. « Ma sœur, le docteur Sophie, travaille sur un cas très délicat, très spécifique. Un couple riche, avec des problèmes de fertilité complexes, cherche désespérément une mère porteuse. Ils sont très exigeants, ont besoin de quelqu'un avec un groupe sanguin spécifique, avec un historique de santé impeccable, et toi, tu corresponds parfaitement à toutes les exigences. » Camille sentit un frisson parcourir son échine, un choc électrique qui la fit reculer. Mère porteuse? L'idée était absurde, presque offensante, une insulte à son essence maternelle. Porteur un enfant pour quelqu'un d'autre? Son corps, son essence, son amour maternel. Comment pourrait-elle même envisager une chose pareille, quelque chose d'aussi intime et personnel? La proposition de Juliette plana dans l'air comme un nuage sombre, chargé de dilemmes moraux, éthiques et émotionnels, un poids qui l'étouffait. Camille sentit un nœud dans sa gorge, un mélange de répulsion instinctive et une étrange, presque imperceptible étincelle d'espoir, une lumière ténue au bout du tunnel. « Juliette, tu es folle? Je ne peux pas faire ça. C'est contre tout ce que je crois, contre mes principes, contre ma nature. » murmura Camille, la voix étranglée par les larmes qui menaçaient de couler. L'idée de donner un bébé qu'elle porterait dans son ventre pendant 9 mois, de sentir ses premiers mouvements, d'entendre son cœur battre fort, de créer un lien si profond, et ensuite de simplement le remettre, semblait une torture inimaginable, une douleur qu'elle ne pourrait supporter. C'était comme arracher un morceau de son âme, de sa propre chair. Elle pensa à Élodie, à l'amour inconditionnel et accablant qu'elle ressentait pour sa fille, et la perspective de donner la vie pour une autre famille la remplit d'un vide existentiel, d'une angoisse profonde. Juliette, cependant, ne recula pas, gardant un regard ferme et compréhensif. « Camille, je sais que c'est difficile, que c'est une décision qui va à l'encontre de tout ce que tu as toujours pensé. Mais réfléchis bien, la tête froide. Il paie très bien. Assez pour que tu puisses rembourser toutes les dettes de Julien, assurer la sécurité d'Élodie, lui offrir un avenir, et recommencer ta vie à zéro, loin de toute cette confusion.
C'est une issue, Camille. La seule que je vois maintenant, la seule qui peut te sortir de ce trou. Ces mots, assurer la sécurité d'Élodie, résonnèrent dans l'esprit de Camille, se superposant à toutes ses objections morales, à toutes ses peurs et ses préjugés. L'image des usuriers, des appels téléphoniques menaçants, de la peur constante qu'elle ressentait pour sa fille, était un fardeau insupportable, une épée au-dessus de sa tête. Elle regarda le visage endormi d'Élodie, qui dormait dans la chambre d'à côté, avec l'innocence d'une enfant, et sentit une piqûre au cœur, une douleur physique. Que ne ferait-elle pas pour protéger sa fille? Que ne sacrifierait-elle pas, ne supporterait-elle pas, n'affronterait-elle pas? L'humiliation de tout perdre, la trahison de Julien, la vulnérabilité de sa famille. Tout cela la poussait vers un précipice de décisions désespérées, de choix qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir faire. L'idée d'être mère porteuse, auparavant impensable, auparavant une aberration, commença à s'infiltrer dans ses pensées comme une dernière et douloureuse alternative, un dernier recours pour sauver ce qui restait de sa vie. C'était un sacrifice extrême, une renonciation à une partie d'elle-même, à une partie de son identité, mais c'était peut-être le seul moyen de reconstruire la vie d'Élodie, de lui offrir l'avenir sûr et heureux que Julien lui avait volé. La décision ne serait pas facile, ce serait la plus difficile de sa vie, mais la nécessité de protéger sa fille était plus forte que n'importe quel dogme, n'importe quel préjugé, n'importe quelle douleur personnelle qu'elle pourrait ressentir. C'était l'amour maternel dans sa forme la plus pure et sacrificielle. La décision de Camille ne vint pas d'une épiphanie soudaine, d'un moment de clarté instantanée, mais d'une série de nuits blanches, passées éveillées, l'esprit en plein tumulte. Elle naquit de regards furtifs vers Élodie endormie, avec l'innocence qu'elle voulait en préserver, et de conversations silencieuses avec sa propre conscience, qui débattait les pour et les contre d'un choix si drastique. Chaque jour qui passait, la pression des usuriers augmentait, leurs menaces devenaient plus explicites, plus proches, plus terrifiantes. Un jour, un billet anonyme fut laissé sur la porte de la maison de Madame Dubois, avec une photo d'Élodie sortant de l'école, un sourire innocent sur le visage, une image qui glaça le sang de Camille. La panique figea Camille, transformant sa peur en terreur. Il ne s'agissait plus d'argent, il ne s'agissait plus de biens matériels. Il s'agissait de la vie de sa fille, de sa sécurité, de son intégrité. Cette nuit-là, le cœur en miettes, déchiré par l'angoisse, elle appela Juliette. La voix étranglée, les mots presque inaudibles, elle dit, la voix tremblante, « J'accepte. Je le fais. Je vais être mère porteuse. Mais j'ai besoin de garanties. J'ai besoin de savoir qu'Élodie sera en sécurité, que rien de mal ne lui arrivera. » La reddition ne fut pas un signe de faiblesse, mais d'une force accablante, la force d'une mère prête à tout, à se sacrifier pour sa progéniture. Les jours suivants furent un flou d'examens médicaux exhaustifs, de consultations avec des avocats spécialisés en droit reproductif et de rencontres formelles avec le docteur. Sophie, la sœur de Juliette. Camille se sentait comme une pièce sur un échiquier, mue par des forces plus grandes qu'elle, par un destin qui semblait avoir été tracé sans sa permission. Le docteur. Sophie, une femme élégante, professionnelle et d'une tenue impeccable, expliqua chaque étape du processus de reproduction assistée avec une froideur clinique qui contrastait drastiquement avec la tempête émotionnelle que Camille vivait. Les examens confirmèrent que Camille était la candidate idéale. Son groupe sanguin rare et sa santé impeccable étaient exactement ce que le couple recherchait, une combinaison parfaite de facteurs biologiques. Le contrat était long, rempli de clauses complexes et de termes juridiques qu'elle comprenait à peine, mais l'une d'elles se distinguait, brillant comme une promesse. Une somme substantielle serait déposée sur un compte sécurisé, accessible à Camille seulement après la naissance et la remise des bébés. C'était le prix de son espoir, la valeur de la sécurité d'Élodie, le coût d'un avenir qu'elle tentait désespérément de reconstruire. Camille signa, sentant le stylo peser dans sa main, chaque trait une renonciation, un sacrifice, un abandon d'elle-même. La rencontre avec le couple contractant fut un choc, une révélation qui la laissa sans voix. Camille avait imaginé des personnes discrètes, peut-être même un peu timides, étant donné les circonstances si particulières. Mais ce qu'elle trouva fut un architecte célèbre, renommé pour ses projets audacieux et sa fortune incalculable, le même Antoine Lefèvre que son mari Julien enviait tant et dont il parlait avec admiration, presque avec obsession. À ses côtés, son épouse, Claire, une femme d'une beauté stupéfiante, aux traits fins et élégants,
mais avec un regard froid et distant, qui semblait évaluer Camille de haut en bas, comme si elle était un objet aux enchères, une marchandise à inspecter. Antoine, malgré sa posture imposante et sa réputation, semblait plus réservé, avec une lueur d'appréhension et même de tristesse dans les yeux, un contraste avec la dureté de son épouse. Claire, cependant, ne prit pas la peine de dissimuler son mépris, sa supériorité. « J'espère que vous comprenez la gravité de votre rôle ici, » dit-elle, la voix polie, mais coupante comme une lame. « Vous portez mes enfants. Ne l'oubliez pas, pas un instant. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. L'humiliation d'être traitée comme un simple récipient, un utérus loué, une couveuse humaine, était presque insupportable, une insulte à sa dignité. La situation devint encore plus complexe et douloureuse lorsque Claire imposa une condition inaliénable, une exigence qui semblait avoir été conçue pour maximiser l'inconfort de Camille. Elle devrait emménager dans le manoir du couple pendant toute la grossesse. « Nous devons nous assurer que vous suivrez toutes nos directives, que vous aurez la meilleure alimentation, le meilleur suivi médical et psychologique. Et, bien sûr, pour éviter tout attachement inutile, » déclara Claire, le ton de voix glacial, coupant, sans aucune trace d'empathie. L'idée de se séparer d'Élodie pendant tant de mois, de vivre sous le même toit avec cette femme arrogante et froide, était un tourment, une torture psychologique. Camille tenta d'argumenter, de supplier, d'expliquer l'importance d'être près de sa fille, mais Claire fut irréductible, inflexible. « C'est comme ça, ou il n'y a pas d'accord. Trouvez un autre moyen de payer les dettes de votre mari, si tant est que vous y parveniez. » La menace voilée était claire, un ultimatum qui la laissait sans option. Camille se sentit prise au piège, sans échappatoire, sans un fil d'espoir. La nuit où les usuriers envahirent la maison de Madame Dubois fut le point de non-retour, le moment où tous les doutes de Camille se dissipèrent, remplacés par une certitude douloureuse. Camille était dans la chambre, essayant de calmer Élodie, effrayée par les bruits de la rue, quand elle entendit des cris et le bruit de choses cassées dans le salon. Les hommes, furieux du non-paiement, avaient perdu patience, le peu qu'ils en avaient. Ils ne touchèrent pas Élodie, mais la vision de la terreur dans les yeux de sa fille, les pleurs incontrôlables de la petite, qui s'accrochait à elle avec désespoir, fut suffisante pour que Camille prenne sa décision finale, irrévocable. Le lendemain matin, le cœur en miettes, déchirée par la douleur de la séparation, elle fit ses adieux à Élodie. La petite fille, sans comprendre la gravité de la situation, s'accrocha à sa mère, demandant quand elle reviendrait, la voix étranglée. « Bientôt, mon amour. Maman va travailler un peu loin, mais elle reviendra vite, je te le promets, » promit Camille, les larmes coulant silencieusement sur son visage, mouillant les cheveux de sa fille. Cette étreinte, l'odeur d'Élodie dans ses bras, serait sa force dans les mois à venir, son ancre au milieu de la tempête. Elle déménagerait au manoir d'Antoine et Claire, acceptant le sacrifice, l'humiliation, la séparation, tout pour la sécurité de sa fille, pour l'avenir qu'elle méritait. Le manoir d'Antoine Lefebvre, une demeure somptueuse aux allures de forteresse moderne, devint la prison dorée de Camille. Chaque pièce, chaque couloir, chaque jardin impeccablement entretenu, résonnait d'un silence pesant, d'une solitude amplifiée par le luxe ostentatoire. Claire, l'épouse d'Antoine, maintenait une distance glaciale, son regard perçant suivant Camille comme celui d'un geôlier. Elle ne manquait jamais une occasion de rappeler à Camille son rôle, sa fonction, la traitant avec un mépris à peine voilé, comme une simple employée, un ventre loué, dénué de toute humanité. Camille se sentait transparente, une ombre dans cette maison immense, privée de son identité, de sa dignité. Les repas étaient des épreuves silencieuses, les rares conversations des monologues de Claire sur ses exigences, ses attentes, ses règles. Camille, le cœur lourd, tentait de se raccrocher à l'image d'Élodie, à la promesse d'un avenir meilleur pour sa fille, pour supporter cette humiliation quotidienne, cette torture psychologique. Pourtant, au milieu de cette froideur, une présence inattendue commença à émerger, celle d'Antoine. L'architecte, autrefois si imposant et charismatique, était désormais un homme brisé, confiné à un fauteuil roulant, le regard perdu dans le vide. Son accident l'avait laissé paraplégique, et la dépression l'avait plongé dans une obscurité profonde, une apathie qui le rendait presque invisible. Claire, absorbée par ses propres préoccupations et son dédain pour son mari invalide, le négligeait ouvertement, le laissant seul dans son désespoir. C'est Camille,
avec sa nature empathique et son instinct maternel, qui commença à lui apporter de petits gestes d'attention, des mots doux, une présence silencieuse. Elle lui apportait ses repas, lui lisait des extraits de journaux, lui parlait de choses simples, sans attendre de réponse. Lentement, imperceptiblement, une fissure apparut dans le mur de solitude d'Antoine, une étincelle de vie dans ses yeux éteints. Un après-midi, alors que Camille lui apportait une tasse de thé, Antoine la regarda vraiment, pour la première fois. Son regard n'était plus vide, mais chargé d'une tristesse profonde, d'une vulnérabilité désarmante. « Pourquoi faites-vous ça » murmura-t-il, sa voix rauque par le manque d'usage. « Pourquoi êtes-vous si gentille avec moi ? Je ne suis qu'un fardeau. » Camille s'assit près de lui, le cœur serré. « Parce que personne ne devrait être seul dans sa souffrance, monsieur Lefebvre, » répondit-elle doucement. « Et parce que je sais ce que c'est de tout perdre, d'être trahi, d'avoir le cœur brisé. » Ces mots, empreints d'une sincérité brute, touchèrent Antoine au plus profond de son être. Il vit en elle non pas une mère porteuse, mais une âme sœur dans la douleur, une femme qui comprenait son abîme. À partir de ce jour, une connexion silencieuse commença à se tisser entre eux, un lien fragile mais puissant, né de la compassion et de la vulnérabilité partagée. Les jours se transformèrent en semaines, et la grossesse de Camille progressait, son ventre s'arrondissant doucement, témoin silencieux de la vie qui grandissait en elle. Les nausées matinales, la fatigue, les petits maux de la grossesse, tout était supporté avec une détermination farouche, un rappel constant de la raison de son sacrifice. Antoine, quant à lui, commençait à montrer de légers signes de réveil. Il acceptait de manger un peu plus, de regarder les magazines d'architecture que Camille lui apportait, et même d'échanger quelques mots avec elle sur les projets qu'il avait autrefois imaginés. Camille, avec une patience infinie, l'encourageait, lui rappelait son talent, sa passion, la vie qu'il avait construite. Elle lui parlait des bébés, de l'espoir qu'ils représentaient, de l'avenir qu'ils pourraient avoir. Ces conversations, simples et authentiques, étaient un baume pour l'âme blessée d'Antoine, une lumière dans son obscurité. La présence de Camille, sa voix douce, son regard de soutien et de compréhension, était le seul réconfort pour son âme meurtrie, la seule lumière dans son obscurité. À chaque petit progrès d'Antoine, Camille ressentait une victoire, un but qui la remplissait, qui donnait un sens à sa propre douleur. Elle se sentait utile, non pas comme un simple récipient, mais comme une force de vie, une source d'espoir. Le lien entre eux, bien que non conventionnel, se renforçait, transformant la dynamique de la maison. Claire, trop occupée par ses propres affaires et son indifférence, ne remarquait rien, ou feignait de ne rien voir, laissant Camille et Antoine construire, sans le savoir, un pont de connexion au-dessus de l'abîme de leur solitude respective. La grossesse de Camille avançait, et avec elle, le lien avec les bébés dans son ventre devenait de plus en plus palpable, de plus en plus viscéral. Chaque coup de pied, chaque mouvement, était un rappel de la vie qu'elle portait, une vie qui, bien que destinée à un autre couple, était intrinsèquement liée à elle. Elle parlait aux bébés, leur murmurant des mots doux, des promesses silencieuses de bonheur, comme si elle pouvait leur transmettre un peu de sa force, un peu de son amour. Cette connexion grandissante était à la fois une source de joie profonde et une angoisse latente, car elle savait que le moment de la séparation approchait, un moment qu'elle redoutait plus que tout. Pendant ce temps, Antoine, grâce à la présence constante et au soutien indéfectible de Camille, continuait de se réveiller de sa léthargie. Il commençait à s'intéresser à nouveau à la vie, à ses projets, à l'avenir. Il touchait le ventre de Camille avec une tendresse inattendue, parlait au bébé, ses yeux retrouvant une lueur d'espoir, une promesse de paternité. La relation entre Camille et Antoine se transformait, passant d'une simple compassion à une complicité profonde, un respect mutuel qui transcendait les circonstances. Ils passaient des heures à discuter, partageant leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves brisés. Antoine se confiait à Camille sur son accident, sur la solitude qu'il avait ressentie, sur le sentiment d'abandon de Claire. Camille, à son tour, lui parlait d'Élodie, de la douleur de la séparation, de la force qu'elle puisait dans l'amour pour sa fille. Le manoir, autrefois un lieu de silence et de froideur, commençait à s'emplir d'une chaleur inattendue, d'une connexion humaine qui les nourrissait tous les deux. Claire, toujours distante et absorbée par ses propres préoccupations, ne semblait rien remarquer, ou du moins, ne laissait rien transparaître, ce qui permettait à ce lien fragile de se renforcer, à l'abri des regards. Un après-midi,
Alors que Camille et Antoine étaient dans le jardin, profitant d'un rare rayon de soleil, il lui posa une question qui la surprit. « Camille, pourquoi avez-vous accepté d'être mère porteuse ? Je sais que c'est une question très personnelle, mais je sens que vous avez une histoire, une raison profonde. » Camille hésita, puis, sentant la sincérité dans son regard, elle décida de se livrer. Elle lui raconta tout, la trahison de Julien, les dettes, la saisie de l'appartement, les menaces des usuriers, la peur pour Élodie. Elle lui parla de la proposition de Juliette, de son désespoir, de la décision déchirante de se sacrifier pour protéger sa fille. Antoine l'écouta attentivement, le visage grave, les yeux emplis de compassion. Il fut choqué par la cruauté de Julien, par la violence de la situation, et une colère sourde commença à monter en lui. Il réalisa l'ampleur du sacrifice de Camille, la force incroyable de cette femme qui, malgré tout, continuait de se battre. La révélation de Camille eut un impact profond sur Antoine. Il vit en elle non seulement la mère de ses futurs enfants, mais une femme d'une dignité et d'une force exceptionnelle, une héroïne silencieuse. Il se sentit une responsabilité grandissante envers elle, un désir ardent de la protéger, de l'aider à reconstruire sa vie. Il commença à faire des recherches discrètement, à utiliser ses contacts pour en savoir plus sur les dettes de Julien, sur les usuriers qui menaçaient Camille et Élodie. Il voulait s'assurer que, une fois les bébés nés, Camille et sa fille seraient en sécurité, libres de toute menace. Cette nouvelle mission lui donna un regain d'énergie, un but qui le sortit encore plus de sa dépression. Il ne pouvait pas rester inactif face à tant d'injustices, surtout quand cela touchait la femme qui portait ses enfants et qui lui avait redonné le goût de vivre. Pendant ce temps, Claire, de son côté, commençait à montrer des signes d'une agitation croissante. Ses absences du manoir devenaient plus fréquentes, ses appels téléphoniques plus secrets, ses conversations plus chuchotées. Camille, avec son intuition aiguisée, sentait que quelque chose n'allait pas, que Claire cachait quelque chose de plus sombre que sa simple indifférence. Elle observait Claire avec une attention discrète, notant les changements dans son comportement, les regards fuyants, la façon dont elle évitait toute mention d'Antoine ou des bébés. Un jour, alors qu'elle passait devant le bureau de Claire, la porte entr'ouverte, elle entendit des bribes de conversation. Oui, le divorce sera prononcé rapidement. La fortune sera à moi. Il est un invalide maintenant, il ne peut pas se défendre. Les mots frappèrent Camille comme un coup de poing. Claire ne se contentait pas d'abandonner Antoine dans sa faiblesse. Elle complotait pour le dépouiller de sa fortune, profitant de sa vulnérabilité. La cruauté de Claire était encore plus profonde et calculatrice que Camille ne l'avait imaginé, révélant une âme sombre et sans scrupules. La découverte des machinations de Claire, de son plan sinistre pour dépouiller Antoine de sa fortune, fut un choc pour Camille, mais aussi une confirmation de ses pires craintes. La froideur de Claire n'était pas seulement de l'indifférence, mais une cruauté calculatrice, une ambition dévorante. Camille se sentit encore plus déterminée à protéger Antoine, à ne pas le laisser sombrer dans le piège tendu par son épouse. Elle partagea ses inquiétudes avec Antoine, lui racontant ce qu'elle avait entendu. Au début, Antoine eut du mal à y croire, aveuglé par des années de mariage et une certaine naïveté. Mais les preuves s'accumulaient, les absences de Claire, ses appels secrets, son comportement de plus en plus distant. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, commença à s'imposer à lui, brisant les dernières illusions qu'il pouvait avoir sur son mariage. Cette révélation renforça encore le lien entre Camille et Antoine. Ils devinrent des alliés, des confidents, unis par un ennemi commun et par le destin des bébés à venir. Antoine, stimulé par la nécessité de se défendre et de protéger son avenir, commença à retrouver une partie de sa force d'antan. Il se mit à travailler discrètement, utilisant ses contacts d'architecte pour enquêter sur les mouvements financiers de Claire, sur ses relations. Il découvrit des transferts d'argent suspects, des investissements risqués faits à son insu, et des rencontres secrètes avec un homme d'affaires véreux. La toile de mensonges de Claire se dénouait, révélant une trahison bien plus profonde et élaborée qu'il ne l'avait imaginée. Camille, de son côté, continuait de veiller sur lui, lui apportant un soutien émotionnel inestimable, sa présence étant un baume pour son âme blessée. La grossesse de Camille entrait dans son 2e trimestre, et les mouvements des bébés devenaient plus distincts, plus fréquents. Elle sentait la vie grandir en elle avec une intensité croissante, et l'idée de la séparation devenait de plus en plus difficile à envisager. Antoine, de son côté,
était de plus en plus impliqué. Il passait des heures à parler au ventre de Camille, à sentir les coups de pied, à imaginer l'avenir avec ses enfants. Il avait même commencé à esquisser des plans pour une chambre d'enfant, des dessins remplis de tendresse et d'espoir, des signes tangibles de son renouveau. La perspective de devenir père, combinée à la lutte pour sa survie financière et émotionnelle, lui donnait une force nouvelle, une raison de se battre. Un après-midi, alors qu'Antoine était en train de faire des exercices de rééducation avec un physiothérapeute, un incident se produisit. Claire, rentrant de l'une de ses absences, entra dans la pièce, le visage tendu. Elle lança un regard noir à Camille, puis à Antoine, qui tentait de se lever avec l'aide de son thérapeute. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque » lança-t-elle d'une voix sèche. « Vous perdez votre temps avec ça. Vous ne marcherez plus jamais, Antoine. Acceptez votre sort. » Ces mots, empreints d'une cruauté glaciale, frappèrent Antoine de plein fouet. Il perdit l'équilibre et faillit tomber, mais Camille, réagissant instinctivement, se précipita pour le soutenir, le protégeant de la chute. Le regard de Claire était rempli de mépris, une joie perverse de voir son mari échouer. Cet incident fut un tournant. Antoine, blessé par la cruauté de Claire, mais aussi touché par la réaction protectrice de Camille, réalisa l'étendue de la haine de son épouse. Il comprit qu'il ne pouvait plus rester passif, qu'il devait se battre non seulement pour lui-même, mais aussi pour les bébés à venir et pour Camille, qui était devenue une alliée indispensable. Il décida d'accélérer ses démarches pour le divorce et de prendre des mesures légales pour protéger ses biens. Camille, en le voyant se relever, non seulement physiquement mais aussi moralement, sentit une admiration profonde pour cet homme. Le manoir, autrefois un lieu de désespoir, devenait le théâtre d'une renaissance, d'une lutte pour la justice et l'espoir, avec Camille et Antoine unis face à l'adversité. La grossesse de Camille entrait dans son 3e trimestre, et la réalité de la maternité de substitution pesait de plus en plus lourdement sur son cœur. Chaque mouvement des bébés, chaque coup de pied, était un rappel de la vie qu'elle portait, une vie qu'elle devrait bientôt remettre. L'angoisse de la séparation grandissait, se mêlant à la tendresse qu'elle ressentait pour ces 2 êtres en devenir. Pourtant, au milieu de cette tourmente émotionnelle, la présence d'Antoine était un réconfort inestimable. Il était devenu son confident, son allié, et un lien profond, presque familial, s'était tissé entre eux. Il continuait ses recherches sur Claire, et chaque nouvelle découverte révélait une toile de mensonges et de trahisons encore plus complexe. Antoine, avec l'aide discrète de son ancien avocat et de quelques contacts fiables, avait mis au jour des preuves accablantes contre Claire. Il avait découvert qu'elle avait détourné des fonds importants de ses comptes bancaires, qu'elle avait falsifié des documents pour s'approprier des parts de ses entreprises, et qu'elle avait même contracté des dettes colossales en son nom, des dettes qui auraient pu le ruiner complètement s'il n'avait pas été vigilant. La cruauté de Claire n'avait pas de limite, et son plan était clair, le laisser invalide et dépouillé, puis disparaître avec sa fortune. Antoine était sidéré par l'ampleur de la trahison, mais cette colère lui donnait une force nouvelle, une détermination farouche à se battre pour sa justice et pour l'avenir de ses enfants. Pendant ce temps, la santé d'Antoine s'améliorait de manière surprenante. Motivé par la perspective de devenir père et par la nécessité de se défendre contre Claire, il s'investissait corps et âme dans sa rééducation. Les physiothérapeutes étaient stupéfaits de ses progrès. Ce qui semblait être une paraplégie irréversible commençait à s'estomper. D'abord, de légers mouvements dans les orteils, puis une sensation dans les jambes, et enfin, avec une persévérance incroyable, il réussit à se tenir debout, puis à faire quelques pas hésitants avec l'aide de béquilles. Chaque petit pas était une victoire, un témoignage de sa volonté inébranlable et du soutien constant de Camille, qui était toujours à ses côtés, l'encourageant, le félicitant. Le manoir, autrefois un lieu de désespoir, était devenu un sanctuaire de la résilience, de la renaissance. Un soir, alors que Camille et Antoine dînaient ensemble, Claire fit une entrée fracassante. Son visage était livide, ses yeux injectés de fureur. Elle avait découvert qu'Antoine enquêtait sur elle, que ses plans étaient en train d'être déjoués. « Comment oses-tu, Antoine » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la salle à manger. « Tu penses pouvoir te débarrasser de moi si facilement ? Tu ne me prendras rien. Et toi, dit-elle en se tournant vers Camille avec un regard de haine pure, tu n'es qu'une misérable mère porteuse, une bonne à tout faire. Tu crois qu'il t'aime ? Il ne fait que t'utiliser, comme il utilise tout le monde.
Les mots de Claire étaient des flèches empoisonnées, mais Camille, forte de son lien avec Antoine, ne se laissa pas démonter. Antoine, se levant avec difficulté mais avec une dignité retrouvée, fit face à Claire. « C'est fini, Claire. Tes mensonges et tes manipulations sont terminés. J'ai toutes les preuves de tes agissements. Tu ne me prendras rien, et tu ne feras de mal ni à Camille, ni à mes enfants. » Sa voix, bien que encore un peu faible, était pleine d'autorité et de détermination. Claire, voyant qu'elle était démasquée, que son plan s'effondrait, éclata en sanglots de rage et de frustration. Elle jura de se venger, de leur faire payer cher cette humiliation. La tension était palpable, l'air chargé d'une menace latente. Camille sentit un frisson parcourir son échine, sachant que Claire était capable de tout, et que la bataille était loin d'être terminée. La confrontation explosive avec Claire avait laissé des traces, une atmosphère lourde de menaces planant sur le manoir. Camille, bien que soulagée de voir Antoine se défendre avec une telle force, sentait une anxiété grandissante. Elle savait que Claire ne reculerait devant rien pour se venger, et la sécurité d'Antoine, des bébés et même la sienne était désormais en jeu. Antoine, quant à lui, était plus déterminé que jamais. Il avait accéléré les procédures de divorce et de protection de ses biens, travaillant sans relâche avec son avocat pour anticiper les mouvements de Claire. Sa récupération physique continuait de progresser à pas de géant, chaque jour le rapprochant de son autonomie complète, une victoire personnelle et un défi lancé à Claire. La grossesse de Camille était désormais bien avancée, et les mouvements des jumeaux étaient constants, un rappel doux et puissant de la vie qu'elle portait. Elle sentait une connexion profonde avec Thomas et Lyle, des prénoms qu'Antoine avait choisis avec tendresse, et l'idée de les laisser devenait une torture silencieuse. Antoine, de son côté, était un futur père comblé. Il passait des heures à parler à son ventre, à lui raconter des histoires, à lui promettre un avenir rempli d'amour et de sécurité. Il avait même commencé à préparer la chambre des bébés, choisissant les couleurs, les meubles, transformant la pièce en un nid douillet, un espace rempli d'espoir et de tendresse. Un soir, alors qu'Antoine et Camille étaient dans le jardin, observant les étoiles qui brillaient dans le ciel sombre, il se confia sur l'accident, révélant un secret qui le tourmentait. « Camille, je me souviens de quelque chose. Ce n'était pas un accident. J'ai été poussé. Quelqu'un a coupé les freins de ma voiture. » Les mots d'Antoine furent un choc, un éclair qui la frappa de plein fouet. Un assassinat ? Camille sentit un frisson parcourir son échine, une peur glaciale. « Qui ferait une chose pareille, Antoine ? » demanda-t-elle, la voix tremblante, presque inaudible. Il hésita, le regard distant, perdu dans ses souvenirs. « Je ne sais pas. Mais je sens qu'il y a quelque chose de très étrange. » Et Claire, elle était si bizarre avant l'accident, si distante, si froide. La suspicion planait dans l'air, lourde et sombre, comme un nuage d'orage. Camille réalisa que la toile d'intrigue et de danger était bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait, que la surface de luxe cachait une obscurité profonde, et que la vie d'Antoine, et peut-être la sienne et celle des bébés, était toujours en danger, sous la menace d'un ennemi caché. Cette révélation changea tout. La relation entre Camille et Antoine, déjà profonde, prit une nouvelle dimension. Ils n'étaient plus seulement des alliés contre Claire, mais des partenaires dans une quête de vérité et de survie. Antoine, avec l'aide de Camille, commença à reconstituer les événements précédant l'accident. Il se souvenait d'une dispute houleuse avec Claire concernant un investissement financier risqué qu'il avait refusé, et qu'elle insistait pour faire. Il se rappela aussi d'un mécanicien que Claire avait engagé récemment pour réviser de ses voitures, un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant, avec un regard évasif et une attitude suspecte. Camille, de son côté, redoubla de vigilance, observant Claire avec une attention accrue, notant ses appels secrets, ses sorties précipitées et sans explication, et la façon dont elle évitait tout contact visuel avec Antoine. La menace de Claire n'était plus seulement financière ou émotionnelle, elle était potentiellement mortelle. Camille et Antoine savaient qu'ils devaient agir avec la plus grande prudence, car chaque pas, chaque mot, pouvait être une erreur fatale. Le manoir, autrefois un symbole de richesse et de sécurité, était devenu un lieu de danger, un terrain de jeu pour des forces obscures. La confiance entre Camille et Antoine était leur seule arme, leur seul bouclier face à la noirceur qui les entourait. Ils étaient unis par un amour naissant, par la promesse d'une nouvelle famille,
et par la nécessité de démasquer la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La confession d'Antoine concernant l'accident, la suspicion terrifiante que les freins avaient été délibérément coupés, jeta une ombre encore plus dense et sinistre sur le manoir, transformant le luxe en un décor de suspense. Camille sentit un frisson parcourir son échine, un froid qui la fit trembler. La cruauté de Claire, qui semblait auparavant limitée à la froideur émotionnelle et à l'égoïsme, se révélait désormais potentiellement criminelle, capable d'ôter une vie. La vie d'Antoine avait été délibérément mise en danger, et la possibilité que Claire soit impliquée était terrifiante, une vérité qui la choquait profondément. Camille et Antoine commencèrent à converser à voix basse, échangeant des regards significatifs, conscients qu'ils devaient être prudents, que les murs avaient des oreilles. Le manoir, autrefois un refuge de luxe et de sécurité apparente, se transforma en une scène d'intrigue, où chaque pas, chaque mot, chaque geste, pouvait être observé, interprété, utilisé contre eux. Antoine, l'esprit plus clair et le corps répondant de manière surprenante à la physiothérapie, commença à assembler les pièces du puzzle, tel un détective privé. Il se souvenait d'une discussion houleuse avec Claire la nuit précédant l'accident, concernant un investissement financier à haut risque qu'il avait refusé et qu'elle insistait pour faire, une somme d'argent exorbitante. Il se rappelait également d'un mécanicien que Claire avait récemment engagé pour réviser ses voitures, un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant, avec un regard évasif et une posture suspecte. Camille, de son côté, commença à observer Claire avec un œil plus attentif, remarquant les appels téléphoniques secrets qu'elle passait à voix basse, les sorties précipitées et sans explication, et la façon dont elle évitait tout contact visuel avec Antoine, comme si elle cachait quelque chose. La toile de mensonges et de trahison commençait à se dénouer, révélant un plan bien plus sinistre et élaboré qu'il ne pouvait l'imaginer, un schéma d'assassinat et de vol. La grossesse de Camille était dans ses derniers stades, et l'attente des jumeaux était palpable, un mélange d'anxiété et de joie. Antoine, maintenant capable de se déplacer avec plus d'autonomie, de marcher avec l'aide d'un déambulateur, passait des heures dans la chambre des bébés, que Camille avait décorée avec tendresse et simplicité, la transformant en un nid douillet. Il montait les berceaux avec soin, organisait les minuscules vêtements, et parlait aux bébés dans son ventre, leur promettant un avenir d'amour et de sécurité, une vie heureuse. À chaque geste, à chaque mot, le lien entre Antoine et Camille se renforçait, se transformant en quelque chose qui allait bien au-delà de la gratitude ou de la compassion. C'était un amour qui naissait de l'adversité, du dépassement, de la construction d'une nouvelle famille au milieu des décombres de leur vie passée, un amour qui les unissait de manière indéfectible. Alors que la connexion entre Camille et Antoine s'épanouissait, le mari de Camille, Julien, réapparut de manière inattendue et menaçante, comme un fantôme du passé. Il avait découvert la grossesse de Camille et la fortune d'Antoine, des informations qui le rendirent furieux et cupide. Poussé par le désespoir et l'envie, Julien envahit le manoir une nuit, les yeux injectés de rage, exigeant de l'argent de Camille. « Tu portes les enfants d'un millionnaire, Camille. J'ai droit à une part de ça. C'est moi qui t'ai mise dans cette situation, après tout. » cria-t-il, la voix chargée de ressentiment et d'une fausse supériorité. Camille tenta d'argumenter, d'expliquer la situation, mais Julien était hors de lui, ses yeux fixés sur la richesse qu'il croyait lui revenir de droit, pour avoir été la cause de tout ce malheur. Antoine, qui était à l'étage, entendit le tumulte et descendit avec difficulté, confrontant Julien avec un courage qui surprit tout le monde. La confrontation entre Antoine et Julien fut tendue et explosive, un affrontement de volonté et d'histoire. Julien, aveuglé par la cupidité et la haine, ne fut pas intimidé par la présence d'Antoine, qui était encore fragile, mais déterminé. « Tu crois pouvoir voler ma femme et mes enfants, espèce d'invalide » vociféra Julien, la voix pleine de haine et de mépris. Antoine, malgré sa condition physique, garda son calme, sa voix ferme et chargée d'autorité. « Camille n'est pas ta propriété, Julien. Et ce sont mes enfants. Sors d'ici tout de suite, ou j'appelle la police et tu le regretteras amèrement. » La menace d'Antoine, bien que prononcée avec sérénité, portait une force indéniable, une détermination que Julien n'attendait pas. Julien, réalisant qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait à ce moment-là, recula, mais non sans lancer un regard de vengeance à Camille, un regard qui promettait des représailles. « Tu vas le regretter, Camille. Toi et tes bébés. Je reviendrai et je prendrai ce qui est à moi. » La menace voilée de Julien laissa Camille paniquer, une peur glaciale qui la paralysa.
Elle savait qu'il était capable de tout, et la sécurité de ses enfants, et maintenant celle d'Antoine, était à nouveau en danger, plus que jamais. La menace de Julien planait sur Camille comme un nuage sombre et chargé de tempête, et chaque jour qui passait, l'anxiété augmentait, rongeant sa paix. Elle savait qu'il était imprévisible, un homme sans scrupules, et que, poussé par le désespoir, l'envie et la cupidité, il pourrait faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'il voulait. La sécurité d'Élodie, des jumeaux qu'elle portait dans son ventre, et même celle d'Antoine était en risque imminent, une épée au-dessus de leur tête. Antoine, quant à lui, était déterminé à protéger Camille et ses enfants, à tout prix. Il intensifia son enquête sur l'accident, utilisant ses contacts et son intelligence aiguisée pour démêler la vérité derrière le complot de Claire. À chaque nouvelle découverte, la toile de mensonges de Claire devenait plus évidente, révélant un plan méticuleux et cruel pour se débarrasser d'Antoine et hériter de sa fortune, sans aucun remords. La grossesse de Camille était à son point le plus critique, le 9e mois, et les jumeaux, Thomas et Lyle, étaient presque prêts à naître, impatients de venir au monde. À chaque contraction, à chaque mouvement des bébés, Camille sentait la proximité de l'accouchement et l'imminente séparation, un mélange doux-amer d'émotions. Cependant, le lien avec Antoine était devenu indéfectible, une connexion profonde qui les unissait. Ils passaient des heures ensemble, planifiant l'avenir, rêvant d'une vie où ils pourraient élever les enfants ensemble, libres des ombres du passé, des trahisons et des menaces. Antoine était devenu le port sûr de Camille, l'homme qui la voyait non pas comme un utérus loué, mais comme une femme forte, courageuse et digne d'amour, de respect. L'amour entre eux, né de la douleur, du dépassement et de la complicité, était un phare d'espoir au milieu de la tempête qui les entourait, une lumière qui guidait leurs pas. La vérité sur l'accident d'Antoine éclata de manière dramatique et choquante, révélant l'étendue de la cruauté de Claire. Avec l'aide d'un détective privé qu'il avait secrètement engagé, un professionnel expérimenté et discret, Antoine obtint des preuves irréfutables. Des enregistrements de conversations de Claire avec le mécanicien, des relevés bancaires de paiements suspects effectués en espèces et même des témoignages d'employés qui avaient vu Claire manipuler la voiture d'Antoine quelques jours avant l'accident. La révélation fut dévastatrice. Claire n'avait pas seulement planifié l'accident, mais elle était également de mèche avec un amant, un homme sans scrupules qu'elle comptait utiliser pour se débarrasser d'Antoine et prendre le contrôle de sa fortune, de son empire. La cruauté de Claire était encore plus choquante qu'il ne pouvait l'imaginer, révélant une âme sombre et dénuée de toute humanité. Au milieu de cette découverte accablante, l'inattendu se produisit, un coup encore plus cruel. Julien, consumé par la rage, la cupidité et le désir de vengeance, mit sa menace à exécution. Par une nuit de tempête, avec des éclairs déchirant le ciel et des coups de tonnerre résonnants, il envahit à nouveau le manoir, cette fois avec l'intention de kidnapper Camille et les bébés, pour extorquer Antoine. Il était accompagné de 2 hommes de main, des brutes sans scrupules qui n'hésitèrent pas à user de la force. Camille, déjà en travail, sentant les premières contractions fortes, fut traînée hors de la maison, tandis qu'Antoine, encore fragile, mais avec une force intérieure surprenante, tentait de les en empêcher. « Lâchez-la! Ne la touchez pas !» cria Antoine, sa voix pleine de désespoir et de fureur, mais il fut maîtrisé par les hommes de main, qui l'immobilisèrent. Julien, avec un sourire sadique et victorieux, traîna Camille vers une voiture, exigeant une rançon exorbitante d'Antoine. « Si tu veux revoir tes enfants et ta femme vivants, prépare une fortune, Antoine. Et n'appelle pas la police, ou ils mourront. » Camille fut emmenée dans un hangar abandonné en périphérie de Lyon, un endroit sale et précaire, où le vent hurlait à travers les fissures. Les contractions s'intensifiaient, et la peur d'accoucher dans un endroit si insalubre, sous la menace d'hommes dangereux, était accablante, une terreur qui la consumait. Julien, dans sa fureur et son désespoir, administra une substance à Camille, quelque chose pour accélérer l'accouchement et augmenter la pression sur Antoine, une cruauté sans limite. Camille sentit son corps s'affaiblir, sa vision se brouiller, mais son esprit était concentré sur la protection des bébés, sur le fait de les garder en sécurité. Pendant ce temps, Antoine, poussé par un amour et une fureur qu'il n'avait jamais ressentis auparavant, réussit à se libérer des hommes de main et, avec une force qui semblait venir d'ailleurs, d'une source divine, se leva. Il n'était plus paraplégique. L'adrénaline, le désespoir, l'amour pour Camille et ses enfants le poussèrent à bouger, à se battre, à courir. Il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre, que chaque seconde était cruciale pour sauver sa famille.
La vision d'Antoine se levant, propulsé par une force qui défiait la logique et la médecine, fut un témoignage du pouvoir accablant de l'amour et du désespoir. Il n'était plus l'homme fragilisé par la paraplégie, l'architecte prisonnier de son propre corps, il était un héros, un guerrier, mu par un instinct primal de protéger sa famille, de sauver les vies qu'il aimait tant. Avec l'aide du détective privé qui enquêtait déjà sur Claire et qui avait été alerté par Antoine de la menace imminente de Julien, ils suivirent la trace des ravisseurs, une course frénétique contre le temps. À chaque kilomètre parcouru, à chaque indice trouvé, l'urgence augmentait. Camille, dans le hangar abandonné, sentait les contractions s'intensifier, devenant plus douloureuses et fréquentes, et la substance administrée par Julien commençait à faire effet, accélérant l'accouchement de manière dangereuse, mettant sa vie et celle des bébés en péril. La peur de perdre les bébés, de ne pas réussir à les protéger, d'échouer dans sa mission, était une agonie qui la consumait, une douleur qui surpassait la physique. Pendant qu'Antoine et le détective s'approchaient du hangar, Camille luttait pour garder conscience, pour ne pas s'évanouir au milieu de la douleur et de la panique. Les hommes de main de Julien, nerveux à cause du retard de la rançon et de la situation devenant incontrôlable, discutaient entre eux, augmentant le chaos et la tension ambiante. Julien, dans sa paranoïa et sa cupidité aveugle, ne percevait pas la gravité de la situation de Camille, concentré uniquement sur l'argent qu'il espérait extorquer à Antoine, indifférent à la souffrance de son ex-épouse. À chaque contraction, Camille ressentait une douleur lancinante, un déchirement dans son corps, et la sueur froide coulait sur son visage, mouillant ses cheveux. Elle savait que les bébés étaient en danger, que chaque minute comptait, et sa seule espérance était qu'Antoine arrive à temps, qu'il la sauve. Elle murmurait des mots d'encouragement aux jumeaux dans son ventre, leur promettant qu'elle se battrait jusqu'à son dernier souffle, qu'elle ne les abandonnerait pas. Le sauvetage fut explosif, un tourbillon d'action et d'adrénaline. Antoine, avec une détermination féroce et une force qui semblait surhumaine, envahit le hangar, suivi de près par le détective, qui agissait avec précision. La confrontation avec Julien et ses hommes de main fut brutale, une lutte désespérée pour la vie. Antoine, malgré sa récupération récente et encore incomplète, lutta avec une férocité surprenante, mu par l'image de Camille en souffrance, par la menace pesant sur ses enfants. Le détective, entraîné pour les situations à risque, neutralisa les hommes de main avec agilité et technique, tandis qu'Antoine se jetait pour protéger Camille, se plaçant entre elle et le danger. Julien, dans un dernier acte de lâcheté et de désespoir, tenta de fuir, mais fut intercepté et immobilisé par le détective, qui le menotta. La scène était chaotique, avec des cris, des bruits de lutte, le son de la sirène de la police s'approchant et les pleurs étouffés de Camille, qui était au bord de l'accouchement, épuisée et terrorisée. Camille était dans un état critique, au bord de l'effondrement. L'accouchement d'urgence était imminent, et les substances administrées par Julien avaient mis sa vie et celle des bébés en grave danger, accélérant le processus de manière périlleuse. Antoine, avec l'aide du détective, réussit à la faire sortir du hangar, où une équipe médicale d'urgence, alertée par le détective, attendait déjà, prête à agir. L'ambulance fonça vers l'hôpital à toute vitesse, et Antoine tenait la main de Camille avec force, lui murmurant des mots d'amour et d'encouragement, lui promettant que tout irait bien. Il était là, à ses côtés, témoignant de la force et du courage de la femme qui était devenue le centre de son monde, la mère de ses enfants. À l'hôpital, l'équipe médicale agit rapidement, avec précision et urgence, luttant pour sauver Camille et les jumeaux, dans une bataille contre le temps. Après des heures d'agonie et d'incertitude, d'attente angoissante dans les couloirs de l'hôpital, la nouvelle arriva enfin, apportant soulagement et joie. Les jumeaux étaient nés. Un garçon et une fille, petits mais forts, avec un cri vigoureux qui emplit l'environnement. Camille était épuisée, mais vivante, et les bébés, bien que prématurés, étaient stables, respirant par eux-mêmes. Antoine, en voyant ses enfants pour la première fois, ressentit une émotion accablante, un amour qui le remplit complètement. Il les prit dans ses bras, les larmes coulant sur son visage, et leur promit un avenir d'amour, de sécurité et de bonheur. La vie de Camille et des bébés avait été sauvée, et la famille qu'ils étaient en train de construire, née de la douleur, du dépassement et de l'amour, était enfin complète. Claire, quant à elle, fut arrêtée pour son implication dans l'accident d'Antoine et dans l'enlèvement, ses machinations finalement démasquées et punies par la justice. Julien fut confronté aux conséquences de ses actions,
faisant face à la justice pour ses crimes d'enlèvement, d'extorsion et d'agression, un destin mérité pour sa cruauté. 3 mois s'étaient écoulés depuis le chaos de l'enlèvement et le miracle de l'accouchement d'urgence, une période de récupération et de construction d'une nouvelle réalité. La vie de Camille s'était transformée radicalement, comme une renaissance. Elle n'était plus la femme humiliée et désespérée du début de l'histoire, mais une figure d'une force inébranlable, d'une résilience admirable et d'un amour qui débordait. Les jumeaux, baptisés Thomas et Lyle, étaient la personnification de sa victoire, de petits miracles qui emplissaient le manoir de rires enfantins, de babillements et d'un amour qui débordait dans chaque recoin. Élodie, qui avait déménagé au manoir avec Camille, était radieuse, ayant enfin sa mère près d'elle et 2 petits frères et sœurs à aimer, à qui jouer, à prendre soin. La maison, autrefois un lieu de froideur et d'intrigue, était désormais un foyer vibrant, plein de chaleur, d'affection et de la joie contagieuse d'une famille unie. Antoine, quant à lui, s'était complètement rétabli, non seulement physiquement, mais émotionnellement, renaissant des cendres de sa tragédie. La paraplégie, qui semblait une sentence cruelle et irréversible, avait été surmontée par sa force de volonté inébranlable et par le soutien incessant de Camille, qui n'avait jamais abandonné. Il avait non seulement recommencé à marcher, mais aussi à courir, à vivre avec une intensité et une gratitude qu'il n'avait jamais connues auparavant, valorisant chaque mouvement, chaque sensation. L'expérience quasi fatale l'avait profondément transformé, lui montrant ce qui importait vraiment dans la vie. L'amour véritable, la famille, la capacité de surmonter toute adversité avec foi et courage. Il était devenu un père dévoué, un partenaire aimant et un homme qui valorisait chaque instant, chaque sourire, chaque étreinte. Claire fut condamnée pour son implication dans l'accident d'Antoine et dans l'enlèvement, faisant face aux conséquences sévères de sa cruauté, de sa cupidité et de son manque de scrupules. Sa fortune fut confisquée, et elle perdit tout ce qu'elle avait prévu de voler, finissant en prison, sans rien. Julien, quant à lui, fut arrêté et attendait son jugement pour enlèvement, extorsion et agression, faisant face à une longue peine pour ses crimes odieux. La justice, bien que tardive, était arrivée pour ceux qui avaient causé tant de douleur et de souffrance, apportant un sentiment de réparation. Camille ressentit un profond soulagement, sachant qu'Élodie était enfin en sécurité, libérée des menaces et de l'ombre de son père, qui ne pourrait plus leur faire de mal. Par un après-midi ensoleillé, dans le jardin fleuri du manoir, Antoine prépara une surprise inoubliable pour Camille. Avec Thomas et Lyle dans ses bras, petit et souriant, et Élodie à ses côtés, les yeux brillants de curiosité, il s'agenouilla devant Camille, un sourire ému sur son visage, les yeux embués. Dans sa main, un anneau simple, mais chargé de signification, un symbole de son amour et de son engagement. « Camille, tu m'as sauvée. Tu as sauvé mes enfants, tu as sauvé ma vie. Tu m'as montré le vrai sens de l'amour, de la famille, du dépassement. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, sans nos enfants. Acceptes-tu d'être ma femme, ma partenaire, la mère de notre famille pour toujours, construisant un avenir ensemble ?» Les mots d'Antoine furent un baume pour l'âme de Camille, la récompense pour toute la douleur, tout le sacrifice, toute la lutte. Les larmes coulèrent librement sur le visage de Camille, non pas de tristesse, mais d'une joie accablante, d'un bonheur qui la remplissait complètement. Elle regarda Antoine, ses enfants, la vie qu'ils avaient construite ensemble, brique par brique, au milieu des ruines, et sentit une paix profonde, un sentiment de plénitude. « Oui, Antoine. 1000 fois oui. » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion, parvenant à peine à parler. Antoine plaça l'anneau à son doigt, et ils s'étreignirent, scellant l'union d'une famille reconstruite, plus forte, plus unie et plus pleine d'amour que jamais. Le soleil couchant baignait la scène d'une lumière dorée et chaleureuse, et les rires de Thomas, Lyle et Élodie étaient la bande sonore parfaite pour ce nouveau départ, pour la promesse d'un avenir radieux. La vie, dans son imprévisibilité et sa cruauté, peut nous arracher le sol sous les pieds, nous confronter à des trahisons et des humiliations qui semblent insurmontables, capables de nous détruire. Mais c'est dans la profondeur de la douleur, dans l'abîme du désespoir, que nous découvrons la véritable force qui réside en nous, la capacité de résister et de lutter. La dignité ne se perd pas dans les chutes, dans les moments de faiblesse, mais se réaffirme dans le courage de se relever, d'aller de l'avant, de reconstruire. L'amour véritable, souvent, naît dans les endroits les plus inattendus, fleurissant au milieu des ruines, au milieu de l'adversité, et la justice, même si elle tarde, trouve toujours son chemin,
récompensant la persévérance, la foi et l'espoir en un nouveau matin.